Je n'y suis pour rien. Mais oui, ce que je peux. Est-ce qu'il y a des amis du Regard qui va qui vont m'accompagner quand même? C'est pas facile. Mais c'est vrai que on peut se demander si c'est vrai, quoi. Parce que la dame qui m'a parlé en arrivant, l'amie de Micha et Sabine, a toujours aussi peur. Ça m'intéresserait. Bon, voilà. Parce qu'après tout, cette peur qu'on peut avoir, effectivement, c'est ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui est dangereux. Il y a moins qu'on puisse dire, mais comment ça se déroule, comment ça se fait qu'au cinéma, on en arrive à ça en ce moment. Bon, il y a eu des pires, hein, mais voilà. Alors, j'ai envie de partir du début, de cette fameuse pancarte où il y a écrit quoi, vous l'avez vu, hein, tout doit disparaître. Alors c'est tout ce qu'il y a dans le magasin de musique, mais on peut le prendre aussi comme une métaphore que tout doit disparaître. C'est une espèce de vœu de la part de quelqu'un qui peut-être n'est pas sorti de l'hôpital, il y est toujours, hein, et qu'il a des rêveries comme ça extrêmement destructrices dans sa tête, qui ne détruisent pas plus que ça. Mais enfin bon, le film c'est le film. Et je trouve que ce panneau qui indique cette totale disparition de tout, c'est quand même quelque chose qui peut émouvoir des gens sensibles à l'art du cinéma. Alors c'est vrai qu'ils sont obligés, les auteurs de ce film, de suivre les arcanes et les obligations du signifiant Joker, hein. Il faut que celui-là rattrape les autres. Alors j'ai pu voir des documents qui montrent comment le précédent était mieux que lui au niveau de ceci, de cela. Il y avait toute une comparaison des différents Jokers depuis 1940. Mais nous, on est là pour celui-là. Et celui-là, il est différent, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'il présente cet intérêt pour nous, de cette violence interne, qui, d'une certaine façon, ne peut pas rester dedans, lui, et va au dehors. Voilà, c'est ça que je voudrais qu'on débatte ensemble. C'est pas simple, parce qu'il y a beaucoup de détails d'images, il y a beaucoup de détails qui sont indiqués, par exemple les escaliers qu'il faut monter péniblement, cette force de grimper là, et à la fin il les descend en dansant, parce que bon, il est devenu Joker, il est devenu tueur, il est devenu ce qu'il voulait être peut-être, parce que rien n'a accroché à. Alors, voilà, par exemple, cette gifle qu'il reçoit dans les toilettes de Wind, du futur maire, qu'il estime être son père, c'est une gifle de père. C'est une gifle de père, et je crois que le document qui montre, soi-disant, est sûrement vrai, mais qui montrerait que sa mère l'a adopté, etc. Le montage, ça peut être qu'un montage. Au moment de la décision de présenter le film au Regard qui va dans nos réunions privées, quelqu'un l'avait soulevé. Il avait soulevé cette idée que c'était un montage, que c'était peut-être pas vrai, qu'il était vraiment le fils de ce type-là. Et cette baffe, quand il dit « si tu recommences à penser que tu es mon fils, je te tuerai », c'est une parole de père, violent, mais c'est une parole de père. Donc il le cherche, ce père, il cherche une filiation désespérément. Voilà, c'est comme ça qu'on peut commencer à en parler ensemble. Moi, je trouve que beaucoup de choses peuvent être dites, notamment dans cet état des États-Unis, qui est l'État qui prescrit la Ritaline à des enfants turbulents qui sont atteints de TDAH, des troubles du comportement et de retardement de la motricité, pour que finalement ils arrivent à ne plus être attentifs, à ne plus être attentionnés, un trouble de l'attention et de la présence. On prescrit de la Ritaline. Moi, j'ai trouvé le mot de État Ritaline. L'Amérique, ça prescrit de la Ritaline. Celui-là, petit, peut-être puisque le film se passe en 1980, l'action, on peut penser que il n'y avait pas la Ritaline, hein, comme on les promet. Mais si on lui avait prescrit de la Ritaline, qu'est-ce qui se serait passé? Ben, je crois que ça aurait été pire. Que cette façon de chercher une filiation, de se mettre au clair avec une filiation qui tienne, happy, qui soit un peu heureuse, eh bien voilà, là on nous montre quelque chose de désespéré. Mais c'est pas simplement ça, c'est aussi quand même cette fabrication dans son corps, dans son morceau de corps qu'est sa voix, au fond de sa gorge, cette sorte de rire gouffre, comme je le dis, moi j'ai appelé ça le crier, enfin crier et rire en même temps, cette sorte de rire de fin du monde, et il le veut, et il la voit. Est-ce que c'est vrai que ça s'est passé, que ça pourrait se passer comme ça? En tout cas, les Américains ont une avance sur nous de montrer la violence populiste comme ça et anti-élitiste, beaucoup plus qu'ailleurs, en France en particulier, hein.
Et je trouve ça intéressant de voir tout ce populisme à travers le monde qui s'agite. Est-ce que ça va donner quelque chose? Est-ce que c'est un moment vraiment crucial pour nous? Bon, ça c'est le politique. Mais qu'au niveau, du dedans de cet homme, de cet enfant toujours actuel toujours enfant, qui n'a pas grandi au fond, qui n'a pas pu, et qui va donc, comme c'est montré dans l'ascenseur par cette Sophie, la voisine, son prénom en français c'est Sophie, dans le film, je ne sais pas comment elle s'appelle, elle montre qu'on peut se suicider pour un oui, pour un non, et c'est quand même une sorte de rapport à la mort qui, moi, me laisse vraiment très perplexe, parce que c'est un rapport à la mort où la mort devient un objet, et c'est vrai qu'on a eu dans le siècle dernier des choses tellement terribles, la mort était devenue un objet distribuable. Là, ça semble être presque le cas. Mais qui a tort, qui a raison? C'est bien ça le problème. Voilà, j'essaye de parler avec vous. Enfin, tu veux dire un mot pour qu'on avance là? Oui. Je vais résumer les signes que m'ont fait certains amis qui sont dans la salle. C'est qu'après un tel film, parce que je crois qu'on peut le qualifier de la sorte, on est un petit peu écrasé. Je parle beaucoup de l'Amérique, mais c'est un film qui a beaucoup de succès en France. Et c'est vrai que ça semble relater quelque chose d'il y a 40 ans. C'est vrai qu'à 40 ans, peut-être qu'on distinguait de grandes différences entre, on va dire, les imaginaires américains et européens, ou les réalités européennes. Moi, je trouve que ça se confond assez. Et je crois que c'est tout le jeu du film, c'est ce mélange entre vrai ou pas vrai, fou ou pas fou. Alors, bon, il y a le Joker, le clown, qui est là et qui domine le film, qui est le conducteur. Mais en même temps, on se demande toujours, est-ce qu'il est le fils, est-ce qu'il n'est pas le fils? Voilà. Et moi, ce qui me fascine, c'est que ce film fascine. Et que je pense que si on s'intéresse aux blockbusters, si on s'intéresse à ce qui marche dans les médias aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelque chose là. Le vrai, pas vrai, c'est le désir, en fait. C'est voilà, ce meurtre qui est partout, mais est-ce que ça tue, est-ce que ça tue pas? Parce que il sort pas avec la fille qui habite sur son palier. Non, il sort pas. Non, voilà. Elle n'est pas avec lui. Voilà. Et tout le film est à voir comme ça. Voilà. Et il y a aussi une dimension qui pour moi est saisissante entre les années 70-80 où semble se dérouler ce film très contemporain, et aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on se prend au sérieux aujourd'hui. J'ai un petit peu lu les critiques, entendu nos amis dans les réunions, et moi je me souviens de Marco Ferreri, je me souviens de Pasolini, je me souviens de cinéastes que le public encourageait à casser les codes, à imaginer des choses folles. Je crois que le cinéma est fait pour ça. Et là, moi je crois qu'on a... Alors, ensuite, il faut s'expliquer et comprendre le film et pas suivre. Mais voilà, moi j'aime bien ce film où on casse tout, où on tue tout le monde, dans la fiction. Hein. Et je crois que c'est là que notre discussion devrait peut-être se porter. Alors, on a une assemblée, je pense, avec certainement pas mal de social workers, là, parce que c'est comme ça qu'ils appellent les psys là, dans le film, de personnes qui sont attentives à la santé mentale, et elle est tout le temps là. Voilà. Alors là, ça ouvre des questions qu'on se posait déjà dans les années 70 sur c'est quoi la folie, etc. Encore une fois, je trouve qu'on se prenait moins au sérieux à l'époque, nous, moi inclus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a envie que... on ne pense pas tant peut-être à la fonction sociale d'un film. Comment le drame, voilà, comme tout ça, c'est sur un écran, c'est pas là que ça se passe. Voilà. C'est juste, tu voulais un propos introductif, voilà, je le mènerai là. Oui. Donc comment je suis fasciné par l'effet médiatique, et j'aimerais qu'on s'en explique, avec vous en particulier. Parce que c'est vrai que la chose, le film, là, le vol au-dessus de Nid Coucou, voilà. On y pense tous. Là, il n'est pas question de ça, parce que tout se passe à l'intérieur de la tête du monsieur, pratiquement. On est en son intérieur, et l'art du cinéma, c'est de mettre cet intérieur au cœur même du dehors de sa tête, dans la ville, où il se passe ce qui se passe dans sa tête, on le met dehors. Bon,
c'est une interprétation, c'est une vision du film, etc. Mais dans Un vol au-dessus du lit de coucou, c'est pas du tout ça. Ça se passe pas comme ça se passe... Il est vraiment ennemi du social, c'est un ennemi absolu qu'il faut lui couper la tête, quoi, hein. Il faut lui couper un morceau de cervelle. Moi j'étais dans un service de neurochirurgie, on pourrait dire avant les années 80, où ça se passait comme ça. Les petites hystériques emmerdantes, le patron voulait lui passer des sondes pour enlever un petit morceau du lien entre les deux lobes cérébraux pour qu'elle soit moins enquiquinante. Et le service s'est révolté, on peut dire, et on s'est débrouillé pour qu'elle parte sans qu'elle soit opérée, hein. Il faisait la visite, moi j'étais chargé de me mettre devant la porte, où cette petite était à l'intérieur d'une chambre où il y avait 6 lits, on avait fermé les volets comme s'il n'y avait personne, la surveillante passe, et alors, il demande qu'est-ce qu'il y a là, mais il n'y a rien, etc., etc. Et finalement la surveillante ensuite lui a passé un savon à cette petite, pour lui dire de ne plus jamais revenir là, de ne plus jamais être aussi enquiquinante. C'est vrai que cette histoire de traiter la folie par la violence, bon, là, on ne la voit pas. Elle n'est pas marquée. Il y a eu des progrès, mais justement, c'est les psychiatres qui payent, parce qu'à la fin, est-ce que cette psychiatre ou cette assistante sociale, je ne sais pas, est assassinée, on pourrait le croire, ou est-ce que c'est la fin du film qui veut montrer que tout ce sang qui a giclé de partout, c'est le signe même de cette souffrance infinie de cet homme, hein, qu'on veut rattraper. Alors il faut à la fois que ça soit dans le réel et, comme on dit nous, dans l'imaginaire, pour que ça soit un peu symbolisable. Et c'est là tout l'art du cinéma, parce que c'est encore une fois ces escaliers ou cette musique extraordinairement importante. J'ai lu des textes sur cette musique, ça se veut exactement comme ça, c'est-à-dire montrer combien le drame, hein, voilà, combien le drame est possible à tout instant. Et c'est là où on n'a pas, comme tu le dis, on n'a peut-être pas à tomber dans le panneau si facilement. On doit rester un tout petit peu dans le calme et se donner la chance de comprendre un petit peu ce que la psychanalyse nous indique et que j'ai essayé brièvement tout à l'heure de citer. Oui, Daniel, oui. Moi, j'étais sensible à deux choses. Il me semble d'une part qu'au début, il est dit, il y a différents moments, et ça c'est dans le film, il faut en tenir compte, que notamment le rapport qu'on lui donne quand il va faire une recherche sur sa mère, qu'il a été adopté, que la mère est folle, qu'il a été adopté. Est-ce que c'est vrai? Apparemment oui, il faut le prendre comme quelque chose de vrai. Il a été violenté, il a été abusé sexuellement, donc c'est quelqu'un qui a eu une enfance terrible. Et alors, ce qui m'a... Oui, c'est vrai. Alors, il y a ça qui me paraît essentiel, qu'il faut dire, c'est pas n'importe qui, c'est la violence de quelqu'un qui a été violenté, qui a été abusé. Mais l'autre aspect qui me paraît important, c'est les résonances que son acte, son meurtre a dans la société. Et je trouve que ça, c'est très important, qu'il faut le souligner, parce que finalement, son acte a des échos et déclenche le chaos, l'apocalypse dans la vie. Et en ce sens, c'est un film qui appellerait une nouvelle application du malaise dans la civilisation. Il y a quelque chose dans ce film qui évoque, dans un contexte différent, 80 ans plus tard, ce que Freud pouvait raconter sur l'affrontement entre les pulsions de vie et les pulsions de mort qui la triomphent tout le temps dans la cité, chez lui et dans la cité. Et en ce sens, je trouve que ce film est peut-être indicateur, prémonitoire et indicateur de beaucoup des actes de violence qui paraissent renvoyés à l'anomie sociale et que l'on vit aujourd'hui. Je pense que il y a une sorte de relation dialectique entre sa folie et la folie sociale, dont certaines des causes sont évoquées là. Hein, la différence sociale, l'outrage, le mépris, le fait que jamais il n'écoutait, et il renvoie à cette accusation à la société, hein, qu'on l'a toujours écrasé. Et je pense que, pour moi, je pense que c'est un film politiquement important, qui dit beaucoup de choses. Et il y a donc ce rapport entre sa folie, et je trouve que c'est très bien montré, et la folie du monde dans lequel nous sommes. Et je pense qu'il est justifiable de quelque chose comme une nouvelle analyse du malaise dans la civilisation. Oui, mais malaise dans la civilisation, pour en parler maintenant, c'est quand même un texte qui parle de ce malaise comme étant dû à l'existence du sexuel humain. Il ne parle pas de politique, Freud, jamais. Le malaise dans la civilisation, c'est pourquoi le mot malaise qui est très faible. C'est pas un malaise, c'est un désespoir total. C'est la disparition totale, c'est pas un malaise. Pourquoi il dit malaise?
il dit malaise parce que à la fin de ce malaise, de ce texte, il prend l'exemple de névrosé obsessionnel chez qui effleure le désir de meurtre du père. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ce désir-là est beaucoup plus fréquent. On le voit dans le film, beaucoup plus accessible à la conscience, donc le désespoir est plus grand. C'est vrai. Alors, tu vois, ça pose des multiples problèmes. C'est toute la question aussi des attentats kamikazes qui viennent des banlieues, qui seraient tels que les banlieues, ce serait parce qu'ils sont malheureux et donc attaqués. C'est vrai. Et donc ils deviennent meurtriers. Ça peut être vrai, mais moi je pense qu'au moment où il fait le meurtre, il y a quelque chose qui se passe entre son intérieur et son extérieur, je dirais, qui est complètement dans le film. C'est-à-dire que ça se fait de toute façon pour lui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas politiser le meurtre comme ça. Il me semble que c'est l'enjeu. C'est pour ça que ce film m'intéresse beaucoup. C'est qu'il veut nous faire passer ce que tu viens de dire comme étant « ça va nous arriver ». Je crois justement que ça va pas nous arriver. Si je peux me permettre, moi je voudrais dire quelque chose qui rapporte un peu plus proche de Fred. Je pense que c'est un film aussi sur le passage, mais passage, pas sage. Et tu parlais des escaliers, de l'escalier qui monte et de l'escalier qui descend, mais il y a aussi énormément de tunnels. Sans arrêt, il y a des tunnels où, en général, on ne voit pas où ça mène. C'est très, 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 très angoissant. Et la dernière image, c'est un couloir, donc c'est un tunnel où on voit au bout l'homme qui court dans un sens qui est poursuivi et l'homme qui court dans l'autre sens et qui est poursuivi, qui est une des images récurrentes du comique dans tous les films comiques. Olivia. Alors moi je suis très très surprise parce que j'avais très peur de voir le film. J'avais pensé que c'était gore, que ça allait être difficile à soutenir pour moi. Et je suis très agréablement surprise parce que j'ai eu du plaisir, mais du plaisir esthétique et du plaisir, je dirais presque sensuel. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le corps de cet homme. Par exemple, quand dans sa tête, il y a cette musique qui traverse et qui nous traverse aussi, nous, spectateurs, c'est d'une extrême sensualité. Donc il essaye de chercher coûte que coûte quelque chose pour tenir. Moi, je pensais qu'il n'allait pas être capable de sublimer. C'est-à-dire de créer quelque chose pour ne pas mourir quand même, c'est ça dont il s'agit. Et ce qui est fou aussi, c'est que pendant que je regardais ces meurtres, enfin ces passages à l'acte, je ne trouvais pas illégitime qu'il le fasse. C'est très très fort. Voilà. Mourir si ça vaut quelques cents dessus, de plus, puisque en permanence, et là, je crois qu'on peut remarquer à quel point les dialogues, les textes dans ce film c'est vraiment peaufiné, et ça revient tout le temps, cette phrase qui est dans son cahier, et ça se balaye tout le temps entre ça et ça. Cette mort qui vaudrait quelques cents avec le jeu de mots sur le ressenti, voilà. Et sur le sens. Nonsense et puis le sens. Et moi je suis bien ce que tu dis sur ce que tu appelles la sensualité, parce que tout le film est composé comme un ballet, effectivement, jusqu'à la fin, avec Dimension Phantom of Paradise, comme ça, quelque chose. Plus on n'entend pas. Il n'est pas fou totalement. On n'entend pas. De ce point de vue, je pense qu'il s'accroche à quelque chose, c'est à son insu, à quelque chose qui est encore vivant, où il peut encore symboliser, où il peut encore imaginer, où il peut encore rêver. Même si ça a l'air fou, mais il n'est pas totalement passé de l'autre côté. Il y a des moments où ça passe. Mais parce que c'est provoqué. Quand un type se comporte mal, combien de fois nous on tue aussi des types en face de nous? On ne le fait pas. Mais il faut être très honnête. On a vachement envie de tuer plein de gens quand même. C'est pas. Donc, voilà. Tu as raison. C'est envie, ça s'arrête à l'envie. Non, mais le problème que dit Laura est intéressant parce que c'est des comics au sens c'est des comics, ça s'appelle comme ça. La compagnie derrière, ça s'appelle DC Comics, bon d'accord. Et c'est l'utilisation d'un personnage de film, donc le Joker, pour le mener. Là, ça le mène tout autrement dans nos enjeux modernes, actuels, dans nos enjeux modernes de savoir un peu comment on peut se débrouiller avec des pulsions. C'est quand même très freudien. C'est-à-dire que le freudisme est passé dans la culture, beaucoup plus.
Pardon Jean-Jacques, mais comics, ça veut dire BD. Oui, je sais bien. Non, mais attends, on y va. Non, c'est BD. Bon, ça, c'est pas une BD. Non, mais c'est pas ça que je veux dire, vraiment. Moi, il me semble que l'enjeu de la violence là-dedans est à travailler autrement qu'au niveau d'un... On a fait des bêtises, donc on doit accepter qu'on nous tape sur la gueule. Il y a quelque chose là qui ne va pas quand on dit ça. Daniel, je suis pas d'accord. On a une intervention ici. Allez-y. Allô? Ouais. Allez-y. Derrière, là. Juste dire qu'il n'y a pas d'interprétation, mais par contre, il y a une présence constante de Scorsese. Oui. Si, c'est bon. Et donc, en fait, il y a la valse des Pantins. On n'entend pas. Ne me parle pas. Je parle pas dans le micro, là? Voilà, maintenant, ça y est. Donc, il y a la valse des Pantins, Citation de Scorsese. où De Niro, c'est plus qu'une citation, hein, c'est-à-dire que c'est constant, puisque en fait, De Niro joue pratiquement le rôle que là joue le Joker. Et il y a aussi Taxi Driver. Et en fait, il y a la présence d'énormément de films. C'est-à-dire, il y a effectivement Chaplin, il y a Fred Astaire, il y a la télé, il y a De Niro à l'intérieur du film. Mais il y a surtout omniprésence les deux films de Scorsese, cités vraiment clairement avec le geste là, que tu as fait le geste, c'est ce que fait Taxi Driver à la fin de Taxi Driver. Sicilien, quoi. Non, c'est pas sicilien, c'est une fois qu'il a tué tout le monde, dans Taxi Driver, il fait le même geste que la fille dans l'ascenseur que lui reprend. Et il y a sans arrêt des citations de ces deux films. Bon, c'était Très bien mentionné. plus les flous partout, comme dans Taxi Driver. Moi, je peux une question. D'après vous, vous êtes tous psychanalystes, il a quelle pathologie? Il est psychopathe, il est schizophrène, il est quoi? On va pas tomber là-dedans, dans ce truc-là, parce qu'on n'a pas raison de s'en occuper comme ça. C'est dit dans le dossier de presse, schizophrène, mais c'est au sens métaphorique, d'un type clivé qui ne sait pas ce qu'il fait, ça ne veut rien dire. Mais l'exactitude de la finesse psychologique, psychopathologique, même psychanalytique m'intéresse beaucoup, parce que c'est comment quelqu'un, dans ses excitations intérieures, n'arrive pas à faire quelque chose au niveau de son moi, pour citer ce que dit Olivia Guzman, et ça passe à l'extérieur. Donc c'est ce dedans du psychique, ce dehors, mais dehors de lui, et pas au sens où lui il le voit dehors comme si ça lui revenait au dedans, comme une hallucination. Comme une hallucination. Après tout, ce sont des hallucinations visuelles qui lui arrivent. Il est justement, à part quand il sort de son coma, l'accident, il est dans un taxi, dans la voiture de police, et c'est la vitre qui le barre, qui le met pas dans la ville. Il est dans la voiture de police. Ça y est, c'est fini pour lui. Il va aller à l'hôpital psychiatrique. Mais on voit qu'il est en quelque sorte séparé de ce dehors. Et c'est tout l'enjeu de ce bonhomme, c'est qu'il n'arrive pas vraiment à faire une barrière, une barre, une sorte de construction qui ferait que le dedans et le dehors soient pas la même chose. Là, ça devient la même chose, oui. Moi, je le trouve très lucide sur l'humiliation qu'il subit tout le temps. Est-ce que c'est plutôt signe de bonne santé, la lucidité, non? Oui, non, mais, bien sûr, mais son humiliation est en rapport avec cette recherche d'une filiation qui marche, une filiation heureuse, hein, pour lui un petit peu heureuse. Sa mère lui balance un truc et puis tu vas sourire. C'est la seule filiation qu'elle peut lui transmettre. Il y a un semi-délire ou pas avec le fait qu'il serait peut-être l'enfant de cette histoire-là. Mais bon, ça peut être très bien construit dans le récit du scénario, que ce soit un document monté de toutes pièces aussi. C'est tout à fait vraisemblable. Hein. Que lui-même s'imagine, si on le met auteur de ce qui se passe, lui-même s'imagine ça sans que ce soit vrai. Pour ne pas avoir, pour en quelque sorte être défait de la question du père, à tout jamais. À un moment, on croit qu'il sort avec la jeune femme, mais en fait, c'est une hallucination. C'est une rêverie, oui. Quand il est avec Sophie, c'est une rêverie. Oui. Mais c'est vrai que tout est fait pour que le spectateur marche. Mais ça, c'est le cinéma. Et effectivement, ça, on retombe quand même, on sort de son monde intérieur pour être enfin nous-mêmes lucides et voir que ça n'a pas eu lieu. Voilà. Et quand il va tuer sa mère, c'est le vœu de toute
solution malade mentale, psychotique, d'aller tuer son origine, d'aller zigouiller son origine. Alors, elle lui a menti, elle lui a pas menti. Bon, tout ça est bien compliqué à définir. C'est pour ça que le film est génial, c'est qu'il nous laisse la possibilité de ne voir les choses que de l'intérieur, contrairement à Vol au-dessus d'un nid de coucou, où c'était la violence à l'état pur. Oui, et excusez-moi, je peux vous interrompre. C'est ici. Je voulais simplement ajouter quelque chose par rapport à l'introduction, ou merci, je ne connais pas vos noms, excusez-moi. Moscovitz. D'accord. Et il a parlé au début de la manière dont se construit un moi. Et moi, j'ai trouvé qu'il manquait un mot là, juste un mot là, qui c'était comment se construit socialement un moi. Parce que c'est le social qui est là aussi. Je comprends qu'on peut faire parfaitement, légitimement, une lecture, une approche psychanalytique du personnage. Oui, merci, cours, oui. effectivement. Mais ce qu'il y a, c'est un arrière-plan, et plus qu'un arrière-plan, un contexte dans lequel tout cela se passe. Je suis assez d'accord avec votre intervention tout à l'heure. Alors, c'est qu'il faut essayer d'imaginer, et pas plus qu'imaginer, d'essayer de mettre dans l'interprétation, ce sont ces éléments qui viennent du social. Parce que c'est pour ça qu'il y a, je sais pas combien de personnes qui restent là, pas seulement pour les moi, les pauvres, souffrants individuels. Il y a ça, bien sûr, mais il y a aussi ce qu'on appelle, et c'est un sociologue français qui a travaillé ça, qui est décédé déjà en 2013, Robert Castel, que vous connaissez, Oui, tout à fait. qui a conçu la notion par rapport, qui a fait la critique de l'exclusion sociale, avec beaucoup de pertinence, qui a parlé de la désaffiliation. Cette désaffiliation est éminemment sociale. Désaffiliation sociale, oui. Moi j'ai travaillé, je fais une thèse. Ouais, bon. Mais c'est pas ça dont je vais parler. Simplement qu'il me semble que ce film est merveilleux, magnifiquement réalisé. C'est un récit contextualisé avec bien sûr, centré sur un personnage particulier, mais qui résonne par rapport à ce que nous vivons ici en France et ailleurs dans le monde, pas seulement en Amérique. Moi, ce qui m'inquiéterait ici, c'est de faire une lecture comme quoi c'est ce qui arrive en Amérique. C'est pas ça, ça nous parle de ce qui se passe. Ce qui arrive ici. Tous les populismes. Oui, pas seulement, oui, les populismes et les mouvements sociaux au sens plus large, et la dose de nihilisme qui est en lien, je pense, avec cette question du malaise dans la civilisation profond, et qui, je vais aller un petit peu plus loin, et j'arrête, parce que pas question de monopoliser la parole, et je viens d'Amérique latine, vous entendez mon accent, d'Argentine. Je connais un peu ce qui se passe en Amérique latine en ce moment. Il y a des mouvements sociaux, il y a de la violence, il y a beaucoup de choses qui se passent. Peut-être, je risquerais une hypothèse, il y a une certaine forme de désaffiliation sociale qui se présente un peu différemment dans les pays développés, les sociétés qui ont eu accès au bien-être social, pour le dire en deux mots, qui ont eu accès à un certain niveau de développement et de consommation, qui peuvent se trouver vis-à-vis d'un certain nihilisme social, nihilisme qui émerge socialement, qui sont un peu plus désemparés en termes de la destruction et la désaffiliation et la déconstruction du lien social et d'autres sociétés. Mais c'est aller un peu loin, j'admets. Et voilà, j'aimerais. Oui. Merci beaucoup. Non, mais l'enjeu est profond parce que pour résister à ce que dit Daniel Friedman et vous, par exemple, du point de vue sociologique, il est sociologue, hein, il ne faut pas s'étonner. Pour résister à cette désaffiliation, il faut avoir un peu la tête sur les épaules. Il ne faut pas penser que c'est moi dans ma tête, comme lui, que c'est pour ça que ça a lieu. Sinon, c'est terminé. Et le politique, et la révolution, et tout ça. Il faut avoir drôlement les mains libres pour penser, la pensée un peu libérée de ces problèmes internes. Pour que ça désempare un moment, oui, mais ensuite, ça doit quand même aussi donner la possibilité d'interprétation.
Alors, c'est là pour lui, effectivement, il n'y a rien ne peut plus faire sens. À partir du moment où il est devenu Joker, qu'il a ce revolver, il a enfin un phallus entre les mains dont il peut se servir et être comme tout le monde, alors, soi-disant, il s'en sert de façon justifiée apparemment, mais il devient un criminel. Devenant un criminel, il s'arrête d'espérer une filiation. Tout ce qu'il va recevoir, c'est des coups, c'est des faits, des choses qui le nient totalement. Il devient hors monde, hors sens, non-sens complet, hein, avec le sens, ce jeu de mots. Plus rien, ça ne vaut plus rien. Et lui, il ne vaut plus rien. Alors c'est là toute la question du pourquoi le clown dans les comics. Pourquoi le clown est-il utilisé comme ça? Après tout, j'aurais pu faire un film politico-psychologique, simplement. Pourquoi le clown est-il là-dedans? Ça, moi, ça m'intéresse quand le travail maintenant. Il se fait tabasser dès le début en tant que clown. Il se fait tabasser dès le début. Dès le début, en tant que clown, il se fait tabasser. Non, mais c'est pas parce qu'il se fait tabasser que la question du clown est résolue. Non, mais parce que tu disais, en fait, après, il tue, il trouve son identité, mais il se fait tabasser dès le début. Non. Alors maintenant, je reviens à ma question. Pourquoi le clown dans cette histoire? À quoi ça sert? Alors le clown, d'après ce qu'on a pu comprendre, effectivement, lui, c'est peut-être pas un clown au sens du cirque. Hein. C'est un clown dans la vie. Il a 2 ou 3 ou 4 masques différents. Il a un masque qui est professionnel, disons, pour aller vite. Il lui sert dans la rue à faire vendre des machins de musique, là. Où tout doit disparaître de la boutique, mais au fond, la métaphore de tout doit disparaître va jouer autrement. C'est devient une métaphore. Tout doit disparaître. Hein. Même le panneau qui dit que tout doit disparaître. C'est-à-dire, c'est vraiment en abîme. Hein. Et alors, le clown lui-même, il a cette gueule verte, machin, ces couleurs-là. Et puis, il a son faciès à lui, on pourrait dire sa face à l'autre, il ne se reconnaît pas. Il ne se reconnaît pas. Et quand il est devant le miroir chez Murray pour passer, je crois que c'est là, où il se voit dans le miroir, où il va devenir enfin, soi-disant, un one-man show, un stand-up, comme ils disent, un humoriste, quelque chose comme ça, il l'est pas. La preuve, c'est que ça chute complètement, il fait rigoler personne, il ne peut que tirer au revolver. Hein. C'est-à-dire, pourquoi le clown est-il utilisable comme ça, là, dans ce moment-là? C'est un peu dommage pour les clowns, parce que les clowns, c'est des histoires d'enfants, quand même. Ça fait rire les enfants, les clowns. Là, c'est pas rigolo. Alors, est-ce que c'est un clown ou est-ce que c'est un masque? Comme le dit justement Thomas Wine dans la télévision, il se cache derrière un masque. Et il ne se cache pas derrière un masque. Ils sont ce masque lui-même. Hein. Il n'est rien d'autre que cette façade-là qui n'a pas de chair, on pourrait dire, sauf une espèce de gouffre. Et ce que dit très bien, ce que tu dis, Olivia, il y a quand même cette sensualité grâce à la musique. On voit son corps décharné, on voit son corps... de temps en temps, au contraire, il est très musclé, mais on voit son corps, et puis quand il va donner le bain à sa mère, il y a des moments très chaleureux là-dedans. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de défection de sa propre personne petit à petit. Il se défait de son être. Il n'arrive pas à être. Voilà. Il le dit d'ailleurs. Une chose. Oui, c'est bon. Oui, enfin, moi ce que je trouve particulièrement intéressant, du point de vue du cinéma, c'est la performance de Joaquin Phoenix. C'est-à-dire que c'est vraiment un acteur incroyable. Et voilà, je viens de lire 2 minutes, mais il va jusqu'à inventer des scènes dans le film. C'est-à-dire la scène du frigo, qui moi, j'ai trouvé extraordinaire. C'est une invention de lui, de l'acteur. Donc c'est pas dans le scénario et c'est lui qui invente ça. Là qu'il est dans un personnage, voilà. Et je voudrais juste signaler que moi je me interrogeais sur Gotham City, mais Gotham City c'est une ville imaginaire, voilà. Gotham City, c'est New York. Oui, c'est New York, mais ce qui est intéressant, c'est la référence à la fois littéraire qu'il fait avec le roman de Gotham City et Batman. C'est-à-dire qu'il place, Mais attends, sur le frigidaire, si on veut en parler, il y a une scène de frigidaire extraordinairement importante dans le film Grammaire intérieure il s'appelle Bergman, c'est Neil Bergman, c'est un Israélien. C'est Grammaire intérieure, c'est le film le bouquin de je ne me rappelle plus du nom de l'auteur israélien, qui raconte sa vie. Hein? Non, Grossman. Et où le gamin se met dans un frigidaire pour disparaître, pour se faire oublier. C'est pas non, c'est de grâce. David Grossman. Et c'est David Grossman.
Et moi j'ai trouvé le rapprochement, c'est comme ça. Dans le cinéma, les gens se copient volontiers sans que ça soit du plagiat. Bonsoir. Oui, bonsoir. Non, mais là, c'est pas ça. Oui, bonsoir. Je voudrais juste faire une autre lecture du film. Déjà, on parle beaucoup de la construction du moi que vous parlez. Et ce serait beaucoup plus intéressant de parler du sujet d'inconscient et de la vérité des héros qu'on voit, soit c'est une hallucination ou pas. Et je ne pense pas que c'est vraiment le plus important. En tout cas, dans les films, il y a une très belle scène par rapport au miroir, après le passage à l'acte du héros. Je voudrais juste dire que dans ce film, ce qu'on voit, c'est que du côté de la folie aujourd'hui, et je pense que ça c'est un vrai discours politique, c'est qu'il y a une sorte de rébellion de la résistance qui est du côté de la folie. Parce que toute la question de l'humiliation du héros et de la soumission aujourd'hui, on voit que du côté de la folie du héros, qui se déclenche pas parce qu'il n'a pas de père ou qui est le père, etc., mais parce que la souffrance de cet homme, c'est qu'il n'a pas des origines. En fait, c'est la perte des origines. Et justement, là, on peut dire ce qui... pour Freud, par exemple, dans la psychanalyse, c'est l'enjeu d'une cure, c'est le retour aux origines. C'est-à-dire en allant derrière, on avance. Donc on voit plein de moments dans les films où il essaye vraiment que le crime, le pouvoir du crime là-dedans, il a un enjeu thérapeutique pour le sujet. Mais ce qui est super important, à mon avis, au-delà des analyses sociologiques, c'est qu'aujourd'hui, si on peut appeler un malaise contemporain aujourd'hui, c'est que devant la soumission et de l'humiliation du sujet, parce qu'il aurait appelé Lacan un discours capitaliste, c'est que la rébellion, la révolte, ça se fait du côté de la folie. Voilà, donc C'est ça qu'il faut critiquer. Voilà. À mon avis, c'est ça qu'il faut critiquer, parce que si c'est du côté de la folie, c'est un piège que le capitaliste tend à la folie. Bon, la folie nous montre autre chose, mais en même temps, si on n'est pas fou, on est quand même anticapitaliste parfois. C'est quand même, je veux dire, on n'est pas obligé d'être fou pour être anticapitaliste. Moi, je crois que la chose est importante de définir, comme l'a dit Daniel, c'est-à-dire, est-ce que c'est prévisible, c'est prédictif, ce film? Moi, on n'a pas besoin de ce film pour faire cette prédiction. Et il y aura quelque chose qui va changer. C'est pas possible que ça continue comme ça, avec tous ces enjeux. Le problème, c'est qu'on ne va pas trop venir les choses autrement que telles qu'elles sont. Hein. On ne va pas très bien venir les choses. On verra avec la grève, le 5 machin, le décembre. Mais bon, on verra. Et les gilets jaunes, moi, je suis assez pour au départ, et tout le monde est pour au départ. Et puis maintenant, on a... D'ailleurs, ils se sont mis des masques, les gilets jaunes. Et dans le film, on voit du jaune, et le panneau est jaune. Hein. On peut y aller dans les associations transatlantiques. Hein. Non, pas n'importe quoi. Oui. Ah non, pas n'importe quoi. Oui. Outre les magnifiques images que j'ai vues dans ce film, je trouve que le metteur en scène et le scénariste sont vraiment des lacaniens. Parce qu'il y a vraiment un problème qu'on voit c'est ça très qui bien. m'a impressionné. Oui. Ce qu'on voit très bien, c'est que le Joker a des problèmes pour échanger avec les autres, et c'est pour ça que les autres le massacrent. Et à un moment donné, de la mélancolie, il va passer à la manie, et il va tirer sur tout le monde. Alors on peut aussi prendre la métaphore sociale, qui est la même chose. À un moment donné, il n'y a plus de compréhension, il n'y a plus d'échange, et les uns tapent sur les autres. Bon, là, effectivement, ce qu'a dit la dame, le capitalisme, effectivement, disons, crève l'abcès en ce moment, et les gens, effectivement, de façon un peu turbulente, se mettent contre le pouvoir. Mais c'est à bon escient. Mais on voit bien comment Lacan avait dit ça, et le Joker reprend exactement le même discours du manque de parole dans la société, et du manque de parole d'échange entre nous tous. Oui, mais bon, c'est vrai, mais en même temps, il y a un truc qui s'appelle une cure psychanalytique où on peut quand même s'adresser à quelqu'un. Je ne dis pas que ça va empêcher la révolution demain, mais ce que Lacan nous enseigne... Les crédits sont coupés. Hein. Comment? Là, les crédits sont coupés. Les crédits sont coupés, oui. Et la Ritaline va être perfusée à fond. Symboliquement. Non, c'est dans l'histoire du film. Oui.
Non, moi, je suis assez pour qu'on avance. Pour moi, j'avance avec le fait que tout ce qui se passe, il en est le sujet producteur de ce qui se passe. C'est lui, il est auteur de ce qui se passe. C'est ça, sinon on ne peut pas avancer. Sinon, effectivement, on va trouver des ennemis, des amis, un pauvre mec, non. Il est auteur de ce qui se passe. Il y a quand même la mère qui n'est pas la mère, le père qui n'est pas le père, et pas le père du tout. Mais c'est pas sûr. Non, mais la parole est pas par le père et la mère. On n'entend pas. Ça passe par le père et la mère, mais est-ce que c'est vraiment ça qui s'est produit? Est-ce que ce document qu'il a volé est arraché? Est-ce que c'est un faux ou un vrai? Non, mais nous, on peut le poser. Mais pourquoi ce serait un faux? L'histoire, pour lui, c'est vrai. J'étais frappée par le rôle de corps et de sensualité des mouvements de l'acteur. Pour ajouter une référence française, il y a le film de Claire Denis, Beau Travail, où Denis Laval fait un ballet qui dure, je sais pas, 10 minutes à la fin du film, où on voit des soldats pendant tout le film, et puis boum, on voit cette, comme une espèce de sortie de corps. C'était très très beau. C'était magnifique dans ce film, chaque fois qu'il dansait. Merci. Juste une petite remarque sur un détail dont on n'a pas parlé, mais qui, à mon sens, amène un élément de compréhension de ces questions de filiation par rapport à qui est son père. C'est que lorsqu'il regarde la photo de sa mère jeune, au dos, Tom Waits signe « J'adore ton sourire ». Hein? Ce sont ses initiales, bien sûr, mais ça remet en circulation cette question, en effet, de peut-être a-t-il eu en effet une histoire avec la mère et a-t-il masqué, et que l'adoption est masquée, après la question des sévices, etc., et la folie de la mère, elle reste présente, mais peut-être qu'en effet, c'est ce que je pense, moi, ça suggère, c'est que Tom Waits est le vrai père, hein, mais qu'il a masqué, qu'il a masqué cette filiation en la créant un dossier d'adoption. Voilà, absolument. Je reviens en arrière pour revenir au film, à un moment précis. Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a une scène clé. Il y a une scène clé dans le film, c'est quand il tue les trois de Wall Street. Bon. Et tout de suite après, on voit les gens dans le métro qui sont tous en train de lire. Le journal lui a marqué « On s'attaque aux riches ». Et ensuite, quand les inspecteurs veulent arrêter, les gens ont tous des masques. Et c'est en ce sens que je dis que ce film, le contenu évidemment on ne peut pas le réduire simplement au malaise individuel. Le malaise social est très important. C'est extrêmement impressionnant de voir qu'une grande partie de la population s'identifie ensuite à lui. Et ça, je veux dire, cette relation entre le malaise individuel et le malaise social est fondamentale. Et c'est ce qui est très impressionnant dans le film, sinon ça resterait l'histoire de sa police. Moi, je te dis autre chose. Moi, je dis que justement, son malaise à lui ne tient pas en lui, et il le projette au dehors, et ça lui revient du dehors en dedans. C'est ça, ma position. Sinon, on n'a pas besoin de faire on fait d'autres films. Il y a d'autres films de la Révolution, on fait tout ce qu'on veut. Non, mais il n'y a pas les deux. C'est peut-être même pas un malaise. C'est une métaphore de son malaise qui se projette à l'extérieur. Mais c'est pas un film social. Mais non, le malaise, il est antérieur à l'acte de tuer ses mecs. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est un problème de compréhension. On n'entend rien. Micro. Bon. Non, moi, le malaise intérieur se projette au dehors et revient du dehors au dedans. Ça s'appelle la conclusion. Je travaille ça. Donc c'est là où ce film est génial, parce qu'il nous montre un processus de... je pars de l'idée que le héros est celui qui parle et qui vit des choses qui sont dans ce film. Il n'y a pas d'autre... Voilà. Bien sûr qu'il faut d'autres personnages pour que ça ait lieu. Lui-même, il parle tout seul, on pourrait dire. Voilà. Mais ça a lieu du dedans, ça va au dehors et ça lui revient au dedans de travers. Mais au dehors, c'est le malaise des autres. C'est pas des autres, il n'y a pas d'autres. Il y a les autres aussi.
Même s'ils ne sont pas des sujets visibles dans le film, il y a le malaise des autres. Le malaise de la Bien sûr, bien sûr. Même si les autres ne sont pas fous. Non, ils ne sont pas fous. Il fait le masque de sa folie. Bon, alors là, on est d'accord. Mais c'est le masque de sa folie. C'est-à-dire que ça lui revient du dehors. Oui, tu vois. S'il fait le masque de sa folie, c'est qu'il s'identifie aussi à sa folie. Je dis que si les autres prennent le masque de sa folie, c'est parce qu'ils se reconnaissent en sa folie. Et c'est ça qui est très Alors à ce impressionnant. moment-là, ça rend... Ça déclenche une espèce d'apocalypse dans la ville. Non, ça rend multiphonique la question du sujet. Non, le sujet, c'est lui. Et si on met du sujet sur chaque mec qui a un masque, c'est pas du sujet. Lui, il les voit comme ça. Il les voit masqués comme lui. Tu vois? Mais le film montre leur passage à l'acte à ces milliers de gens. Oui, mais ça... Bon, on a bien avancé. Hein. Je voulais vous parler vraiment d'autre chose, mais je crois que ça ne passe pas comme ça. On peut continuer. Passer sur la question du narcissisme et du masochisme primaire, bonsoir, qui est vraiment fondamental. Je voudrais poser juste une question. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre le film comme étant, puisqu'à la fin il se retrouve en face de la psychologue, comme quelque chose qu'il a raconté? Oui, moi je le prends comme ça. Moi je le prends comme ça, hein, le film. D'accord. Bon, merci. C'est là où c'est génial de la part des... Il s'appelle Silver et c'est le metteur en scène aussi, Todd Phillips. Ces deux-là, c'est des grands génies de l'inconscient, je trouve. En tout cas, c'est peut-être pas eux-mêmes qui sont... Ils sont pris dans leur écriture scénaristique et dans la construction des images. Ils sont pris dans un discours où ça les amène là. Ça les conduit là. D'ailleurs, les commentateurs, même eux, quand ils sont interviewés dans le dossier de presse, ils parlent de Arthur Fleck qui devient Joker comme étant quelqu'un de réel qu'ils ont à examiner en quelque sorte. Ah, j'aime beaucoup quand Fleck fait ce geste, etc. Oui. Il y a beaucoup de scènes énigmatiques pour moi, et je dois revoir le film avant d'en parler vraiment. Mais il y a une scène qui me paraît particulièrement énigmatique, c'est le meurtre du prétendu père, du père effectivement camouflé de dossier. Donc c'est un double, parce qu'il porte le même blouson, il a un masque, mais ce n'est pas le Joker, puisqu'il est en train de mourir. Enfin, à ce moment-là, j'ai pas encore donc, qui est ce double, avec la même veste, avec le même masque, qui tue donc le père, l'épouse du futur maire et le petit garçon. Comment vous comprenez cette scène? Comme beaucoup de scènes du film, sa rêverie à lui, c'est quand il est le dos sur le capot de la voiture. Oui. Ça revient de le voir. Puisque tu as la réponse. Le fils du maire, c'est Batman, c'est le futur Batman. C'est comme ça. C'est là où on est dépassé. C'est pas la question. La question, c'est la réalité du meurtre de Wayne. Et en fait, le Wayne, c'est une rêverie que fait Joker. C'est d'Arthur, c'est la rêverie d'Arthur. Et il y a plusieurs scènes comme ça du film, notamment avec la jeune femme qui habite à son étage. Voilà. Est-ce que c'est le regard du réalisateur ou est-ce que c'est sa rêverie à lui qui est filmée? Pour moi, c'est sa rêverie qui est filmée. Oui. Et qui est imaginée. Non, mais la baffe qu'il reçoit, c'est une baffe. Il n'est pas tué. Wayne n'est pas tué. Mais sa femme non plus. Si je comprends bien, est-ce qu'on peut dire qu'une révolte, la révolte sociale n'est qu'une rêverie? Non. Sur BFM TV, parfois, peut-être. Non, la révolte sociale, c'est la révolte sociale. Mais il faut des gens bien dans leur tête pour la faire. C'est pas des affolés comme ça, populistes, déchaînés qui vont faire quelque chose. Bien sûr, les émeutes, ça existe. Hein. Les émeutes, les émeutiers, ils y passent. Hein. Ça marche pas. Non, mais je n'ai pas les références, mais le jeune homme là qui vient de partir disait que tout en fait est référence à la BD. Et là, donc, on a l'explication de Batman, comment il va devenir Batman, parce que son père et sa mère ont été assassinés. Et en fait, ce film n'est qu'une référence où comment Joker, en fait, est devenu Joker. Et c'était le seul qui n'avait pas une histoire depuis sa naissance jusqu'à le fait d'être ce barjot de Joker. Et ce film, c'est ça
pour les gamins, quoi. Et pour ceux qui s'y connaissent sur les films et sur les BD. Merci. Bon, ben on a gagné. On a gagné quelques phrases entre nous et d'avoir vu un grand film quand même qui nous laisse un petit peu désolés, désespérés, on ne sait pas trop. Souhaitons que ça soit un signe de révolution acceptable, je ne sais pas, en tout cas social. C'est vrai que ça va abonder maintenant dans les années qui viennent partout. De là à ce qu'un fou dangereux montre la voie, je ne sais pas. Bon, mais merci beaucoup d'être venu et à bientôt. Merci.